Donc, bonjour à tous, bienvenue. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui avec Michael Ilouz pour parler un peu des acouphènes en ostéopathie. Donc, je suis Thomas, je fais partie de l'équipe de l'IFCO. Nous sommes un organisme de formation continue en ostéopathie à Montpellier. Et nous prenons le temps de vous faire découvrir un petit peu nos formateurs à travers ces conférences Zoom, une fois par mois. Donc, aujourd'hui, c'est au tour de Michael Ilouz. J'espère que vous allez bien, Michael. Est-ce que vous pourriez vous présenter un petit peu votre parcours et votre formation, s'il vous plaît? Bonjour Thomas. Je m'appelle Michael Ilouz, je suis ostéopathe à Bordeaux. Donc, je suis marié, deux enfants, j'ai 43 ans. Alors, dans mon parcours, j'ai fait des études de kiné, après j'ai fait ostéo. J'ai eu mon diplôme en 2006 à l'ISO Aix-en-Provence. J'ai fait ostéo en temps plein. Voilà. Et après, je me suis installé 1er août 2006 à Bordeaux, directement dans une équipe de lutte contre les acouphènes. Donc, j'ai commencé directement à travailler avec des acouphènes dès mon premier mois d'installation, ce qui n'était pas évident à l'époque. Et aujourd'hui, c'est à peu près le tiers de ma patientèle. Donc, depuis 15 ans maintenant. Voilà. D'accord. Pourquoi au départ la kinésithérapie, puis finalement rapidement l'ostéopathie, du coup? Alors, en fait, tout simplement, j'avais 18 ans, je faisais beaucoup de sport et je voulais travailler dans le sport. Mais je n'étais pas assez doué en sport pour être sportif de haut niveau. Donc, j'ai fait la kiné parce que je voulais fréquenter des sportifs. Mais j'ai eu mon diplôme à Lille, enfin, j'ai eu mon concours à Lille. Mais je me suis pas senti à l'aise dans les études de kiné, ça me correspondait pas trop. En fait, ça me correspondait pas. Ça correspondait pas à ce que je voulais faire, à l'image que j'avais de la kiné d'ailleurs. Et donc du coup, après, j'ai embranché vers l'ostéopathie, là, du coup, me correspondait mieux. Voilà. Ça correspondait mieux à ce que je voulais faire, à mon caractère, à ma façon de travailler, de comment je concevais les choses. Du Donc coup, c'est avec en fait le recul, c'était finalement le bon choix que de quitter la kinésithérapie pour vous tourner vers l'ostéopathie. Ça a été un choix de vie, ça a été un chemin. Je sais pas si ça a été le bon choix, mais en tout cas, c'est les rencontres qui ont fait qu'à un moment, je suis allé vers l'ostéopathie. Voilà. Quelle Mais en tout cas, rencontre, c'est sans regret, ça c'est sûr. C'est sans regret. quelle rencontre vous a permis d'aller vous tourner vers l'ostéopathie? Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes tourné comme ça vers l'ostéopathie? Donc j'ai fait ma première année de kiné, j'ai redoublé ma deuxième année de kiné. Et en deuxième année, c'est une période où je n'étais pas bien, j'étais un peu tout seul à Lille, sous le temps gris, moi qui revenais de Bordeaux, il faisait beau. Et du coup, je somatisais, j'avais mal au dos. J'allais voir le médecin, et il m'a dit, ben, t'es kiné, va voir des kinés, ils vont s'occuper de ton dos. Et là, je vais voir un kiné qui habite à côté de chez moi, et puis il me fait une séance, deux séances de kiné, troisième séance de kiné, il me fait du structurel, il manipule les dorsales. Et j'avais plus mal au dos. Je dis, mais c'est pas la kiné, ça t'a pris. Il me dit, non, c'est l'ostéopathie. En fait, c'est comme ça que j'ai découvert l'ostéopathie. Je dis, ah, et bien, du coup, j'ai commencé un peu à m'intéresser, à regarder. Et en fin de deuxième année, vraiment, j'étais, je me trouvais pas bien à Lille, je me trouvais pas bien en kiné. En plus, j'étais en rattrapage de septembre. Et donc, je me renseigne pour les écoles. Je trouve qu'il y a une école à Aix-en-Provence, au Soleil. Et mon rattrapage était, je me souviens très bien, l'entretien à l'école, ils auraient été lundi 4 septembre et mon rattrapage, c'était le 7 septembre. Et donc, je vais à l'école à Aix, il faisait beau, tout le monde avait sourire, le cadre était extraordinaire. Je fais mon entretien à l'école, le soir, je vais dans la plage, je vais sur les plages, à Cassis, dans les Calanques. Le lendemain, je reprends ma voiture et je monte à Lille. Et là, de nouveau, il pleut, il fait gris. Et ben, le soir, j'appelle mes parents, je leur dis, j'arrête la kiné, je pars en ostéo. Ça s'est fait comme ça, sans regret d'ailleurs. Et donc, je suis quand même allé au rattrapage pour faire plaisir à mes parents à l'époque, mais évidemment, j'ai raté mon rattrapage. Et donc, après, j'ai rembranché directement sur l'ostéopathie. D'accord. Donc vous êtes donc membre du TASM, donc traitement acouphènes surdité multidisciplinaire, membre du groupement d'études des acouphènes de Bordeaux, Oui, membre de l'Association française des équipes pluridisciplinaires en acouphénologie, oui, enseignant en ostéopathie, ostéopathe libéral. oui, Comment s'organise du coup votre semaine entre toutes ces différentes tout activités? ça. Alors, tout ce qui est le TASM et le GIAP, c'est une équipe pluridisciplinaire.
D'accord? Donc, on se réunit une fois tous les mois ou tous les 2 mois pour discuter des patients. Donc, ça me prend une soirée par mois ou tous les 2 mois. Donc, ça va, c'est pas énorme. Et puis, de mon caractère, je suis un peu un hyperactif qui fait plusieurs choses. Donc, ça correspond aussi un peu à mon caractère. L'idée, c'est que quand je suis revenu à Bordeaux, j'ai eu mon diplôme, j'ai ouvert mon cabinet. Et alors, moi, j'avais des problèmes d'audition depuis tout petit. Donc, c'est peut-être un hasard aussi que je fais beaucoup d'ORL. Je suis allé voir les ORL que je connaissais depuis tout petit. C'est un gros centre ORL qui est à Bordeaux. Et je leur ai dit, voilà, je m'installe en tant qu'ostéopathe. Voilà, si vous avez besoin de moi, je vous donne ma carte, tout ça. Et un des vieux ORL qui était là me dit, écoute, on a monté une équipe qui s'appelle le TASM il y a 2 ans pour lutter contre les acouphènes et accompagner les patients. Est-ce que l'ostéopathie peut aider ces patients? Moi, je dis, ben oui, pas de problème, je connais bien les acouphènes, j'en ai vu plein dans les cliniques de l'école, je peux vous aider, ne vous inquiétez pas. Je n'avais jamais vu un acouphène de ma vie. Je ne savais même pas trop ce que c'était. Et il me dit, très bien, ben, tu rentres dans l'équipe. Et donc, je me suis installé à Bordeaux, j'ai ouvert mon cabinet, je me souviens très bien, le 1er septembre 2006. Et premier mois, j'avais 10 patients, 10 acouphènes. Voilà. Qui étaient envoyés par les ORL. Donc, je sortais de l'école, j'avais une maîtrise qui était somme toute relative comme tous les jeunes diplômés. Et donc, c'est vrai que ce n'était pas facile. Et donc, sur les 10, j'ai eu 9 échecs complets et un patient qui me dit, ah, ça va beaucoup mieux. Et là, c'est extraordinaire. Pour moi, c'était extraordinaire parce que tous les médecins me disaient, ah, ben, les acouphènes, on ne peut rien faire, c'est difficile, il faut surtout faire un accompagnement psychologique, tout ça. Et donc, cette petite dame, c'est une petite mamie que j'avais réussi à bien améliorer, mais qui m'a donné en plus l'envie d'approfondir et après d'améliorer. Puis après, avec la pratique, on développe des protocoles, on se renseigne, on apprend, on étudie. Et c'était mon premier patient réussi. Voilà, avec le recul, je ne sais pas trop comment j'ai fait pour le réussir, mais le patient allait mieux. Voilà, c'était l'essentiel. Ok. Concernant les acouphènes, est-ce qu'il y a beaucoup de travaux de recherche sur ce motif de consultation? Alors, il y a une problématique pour la recherche, c'est que d'un point de vue historique, la recherche, on va commencer par la recherche médicale. D'accord? Que la recherche ostéopathique en France, elle est quand même somme toute limitée parce qu'on est malheureusement, on n'a pas les budgets. Voilà. Avant, il y a 20-30 ans, on considérait l'acouphène comme une problématique vraiment ORL, notamment qu'il y avait une problématique au niveau ou du tympan ou de la cochlée, surtout au niveau de la cochlée. Et après, il y a eu les neurosciences. Et là, il y a eu beaucoup de recherches sur les neurosciences. Et aujourd'hui, il y a, on va dire, la grande théorie majeure, ça serait que ce serait un genre de crise d'épilepsie, voilà, au niveau de certaines zones du cerveau, qui en fait créerait cet acouphène. Mais la problématique, c'est que aucune recherche, aucune théorie d'un point de vue médical ne fait consensus. Pourquoi? Parce que toutes les théories fondamentalement sont justes, parce qu'on retrouve toujours des patients qui correspondent à cette théorie, mais aucune de ces théories ne correspond à tous les patients, parce que chaque acouphène est différent et chaque acouphène correspond à une histoire et à une problématique. Donc, c'est ce qui fait que les médecins, on va dire le système allopathique, a une action très limitée sur les acouphènes parce qu'il n'y a pas de protocole établi, il n'y a pas de normes établies, puisque chaque acouphène est différent. Et le système allopathique aime bien rentrer les choses dans des cases. Ah, un acouphène, alors un médicament. Ben non, ce n'est pas possible, puisque chaque acouphène est différent. Voilà. Après, pour la recherche ostéopathique, ben, c'est un peu limité parce que malheureusement, on n'a pas forcément, les budgets. Et en plus de ça, moi, de mon expérience personnelle, aucun acouphène, même si on retrouve quand même des trames générales, aucun acouphène ne ressemble à l'autre. Donc, je ne sais pas encore trop comment faire, moi, des études là-dessus. Voilà. Mais s'il y en a qui intéressent et qui ont les moyens financiers et le temps, eh ben, moi, je serais ravi de collaborer avec eux parce que moi, j'avoue, je n'ai pas trop le temps non plus. Je n'ai pas trop le temps. D'accord. Comment se déroulent vos séances, du coup, sur ce motif de consultation? Alors, moi, d'abord, je pars sur une base de 3 séances. Une aujourd'hui, une en 15 jours et une 3 semaines après. Je dis aux patients, si au bout de 3 semaines, on a une amélioration de l'acouphène, même 30-40%, on continue jusqu'à ce qu'on arrive au mieux de ce qu'on peut.
Si au bout de 3 séances, on n'a rien qui change, moi je leur dis, pour l'instant, on arrête. Et en fonction de ce que j'ai trouvé, j'envoie chez un autre thérapeute ou un autre ostéopathe, d'accord, ou un kinésiologue, ou un acupuncture, ou un sophrologue, ou un psychothérapeute, ou un audioprothésiste, ou un dentiste, en fonction de ce que je pense être la problématique et l'origine de l'acouphène. Voilà. La première chose à faire, évidemment, c'est outre l'anamnèse médicale complète, c'est qu'il faut que le patient ait vu un ORL. On entend de la musique derrière. On a un problème. Je le supprime. Voilà, c'est bon. Excusez-moi. Voilà. Voilà. Donc, dans 80% des cas, médicalement, il n'y a rien qui explique l'acouphène. D'accord? Donc, le médecin va vous dire c'est le stress, c'est psychosomatique, tout ça. Mais dans 20% des cas, il y a quelque chose d'un point de vue médical qui explique l'acouphène. D'accord? Et ça, il ne faut pas le rater. Parce que ça peut être des choses pas très graves, comme une otite, mais ça peut être une tumeur aussi. Voilà. Et ça, nous, en tant qu'ostéopathe, on n'a pas de diagnostic d'exclusion par rapport à ça. Donc, c'est fondamental que le patient ait vu un acouphène, que le patient ait vu un ORL, pardon. Surtout si c'est un acouphène récent. Si le patient dit, bon, j'ai un acouphène depuis 20 ans, bon, voilà, il n'y a pas d'urgence. Mais les acouphènes qui sont récents, 1 mois, 2 mois, moi, je ne traite pas. Vraiment, je ne traite pas. Si le patient n'a pas vu un ORL. Alors, s'il me dit, j'ai pris un rendez-vous, mais que je le vois que dans 1 mois, OK, pas de problème. Mais sinon, c'est fondamental. C'est très, très important parce que malheureusement, ça peut être un signe pour des tumeurs. Donc ça, il ne faut jamais l'oublier. Voilà. Donc, une fois que je suis sûr que je suis dans les 80%, je fais l'interrogatoire, l'anamnèse médicale, l'anamnèse ostéopathique du patient. J'essaie de déterminer avec lui si pour lui, quelle est la cause. Donc, ça me permet déjà de voir si c'est une cause plutôt traumatique, si c'est une cause émotionnelle, si c'est une cause énergétique, si c'est ou pas. D'accord? Et après, j'essaie de voir avec lui comment lui, il appréhende son acouphène. D'accord? Est-ce qu'il le domestique ou pas? Est-ce que ça le gêne beaucoup ou pas? Quelle est la puissance de son acouphène? Comment il le vit? Quel est son impact au quotidien? Quel est son impact physiologique, psychologique? Donc ça, c'est vraiment très, très important, puisque plus l'impact psychologique est fort, plus la capacité de récupération quelque part de l'acouphène va être difficile. Parce qu'en fait, le patient va focaliser toute son attention sur l'acouphène. Et si vous focalisez votre attention sur une douleur quelle qu'elle soit, vous amplifiez la douleur et donc son existence. Donc déjà, ça donne déjà une première idée de comment est-ce qu'on va accompagner le patient. Parce qu'il est indispensable d'avoir une équipe pluridisciplinaire. D'accord? Il faut travailler avec un dentiste, par exemple, parce que le dentiste va pouvoir éliminer ce qu'on appelle le syndrome de Costen. En fait, vous avez des dysfonctions au niveau de l'articulation temporomandibulaire qui, en fait, d'un point de vue ostéopathique, va bloquer le temporal et après créer, entre autres, un acouphène et créer en fait des informations nociceptives au niveau de l'oreille. Ça va créer des informations, créer des compressions au niveau des nerfs, d'accord? Notamment un nerf qu'on appelle la corde du tympan. Donc, il arrive souvent que des gens ont des acouphènes suite à une opération dentaire parce qu'ils gardent la bouche ouverte pendant un certain temps, ils sont tritouillés et en fait, ça crée des dysfonctions au niveau de l'ATM. Et ça, il faut que le dentiste, l'orthodontiste ou le stomato puisse corriger ça. Ensuite, il faut travailler avec des sophrologues puisque dans la plupart des acouphènes, il y a quand même une origine, on va dire, émotionnelle de stress qui est importante. Donc, il faut arriver à ce que le patient il puisse gérer son émotionnel et poser son stress. D'accord? Donc, là, ça, le sophrologue, c'est très bien pour ça. Il peut y avoir aussi des problématiques, justement, on a dit, d'attention. Vous avez 2 personnes qui ont un acouphène de même intensité, et l'une, ça va l'empêcher de dormir, elle va psychoter dessus, et l'autre, au contraire, elle va complètement se détacher. Donc là, il y a la perception de la douleur. Et les orthophonistes ont des techniques de rééducation pour que l'attention au niveau du cerveau puisse changer, ne plus se porter sur la douleur. Là, entre autres, l'acouphène. Voilà. Vous avez les psychologues, parce que vous avez beaucoup d'acouphènes qui apparaissent suite à un choc émotionnel, divorce, deuil, tout ça. Donc, il est indispensable que le patient puisse travailler dessus, en complément du travail ostéopathique. Vous avez des audioprothésistes. Pourquoi? Parce que vous avez des acouphènes qui ont des fréquences stables. Et l'audioprothésiste, il peut appareiller le patient lorsque le patient a en plus une perte d'audition. Et donc, il va mettre un appareil qui va bien sûr établir l'audition, mais qui va régler l'appareil auditif sur la fréquence de l'acouphène. Et lorsque l'appareil est bien réglé, le patient n'entend plus ou quasiment plus son acouphène quand il a l'appareil. Mais par contre, ça revient. Voilà. Donc, il y a des patients que ça va beaucoup aider.
l'ORL, évidemment, voilà. On peut avoir aussi la kiné vestibulaire, puisqu'on peut avoir des acouphènes qui vont de pair avec des vertiges, et souvent l'origine est la même, d'un point de vue neurologique et d'un point de vue proprioceptif. Et donc, il faut avoir de pair avec un kiné vestibulaire qui, lui, va travailler sur tout le système vestibulaire, donc ORL, en complément d'ostéopathie, notamment dans les maladies de Ménière, par exemple. Voilà. Donc, il y a des Ménières qu'on appelle subjectifs et objectifs. Donc, les maladies de Ménière, les syndromes de Ménière. Syndrome de Ménière, en fait, c'est une perte d'audition, des vertiges, des acouphènes. Lorsque vous faites un IRM, un scanner, vous ne trouvez rien. Et la maladie de Ménière, en fait, vous trouvez ce qu'on appelle un hydrope. C'est comme une poche d'eau. Voilà. Donc là, on a une action, nous, quand même très, très limitée parce que souvent, il faut une opération chirurgicale. Mais dans les syndromes de Ménière, on peut agir puisque la structure en elle-même n'est pas atteinte. Donc, on est vraiment dans le cadre ostéopathique. Donc, il faut regarder toutes les structures auxquelles nous, on peut agir. Et si on veut avoir un résultat optimum sur le patient, c'est le médecin qui, en fonction de son diagnostic, décide si le patient il va intégrer toute l'équipe ou s'il va intégrer un ou deux professionnels ou trois professionnels ou qu'un professionnel. Il peut intégrer que l'ostéopathe et sophrologue, l'ostéopathe, sophrologue, dentiste, et ainsi de suite. Voilà. Et l'idée, c'est de tous travailler en collaboration et surtout de faire prendre conscience au patient de sa réalité par rapport à l'acouphène. Que la problématique de l'acouphène, c'est que si moi, je me casse la main, comme ça, je vais avoir mal à la main, mais mon cerveau sait pourquoi il a mal. Il y a eu une agression extérieure, l'os est cassé, l'os il sort, ça pisse le sang partout, mais le cerveau, il a une explication rationnelle et logique à sa douleur, qui fait qu'il va avoir mal, il peut stresser, mais il ne va pas être dans une souffrance psychologique. Le problème de l'acouphène, c'est que c'est une agression du corps qui est interne, ce n'est pas une agression externe. C'est le cerveau, le système ORL qui va créer le son. Et donc, face à ça, le cerveau ne sait pas, d'abord, il ne comprend pas pourquoi, et ne sait pas comment réagir. Donc, ça crée un stress, un fond de stress qui rend encore plus difficile pour le patient la récupération parce qu'il ne sait pas comment faire, il n'a pas d'objectif. Je me casse la main, ben, c'est facile, je mets un plâtre, je souffre, ce n'est pas de problème, je prends un antidouleur. L'acouphène, ben, il n'y a rien. Donc, il faut vraiment arriver à déterminer comment le patient intègre cet acouphène, comment il le vit avec, et comment est-ce qu'on peut intégrer et l'approche corporelle, et l'approche, on va dire, émotionnelle, et l'approche sociale. Parce que comment est-ce qu'il le vit, et comment est-ce qu'il le perçoit, et comment son environnement interagit sur son acouphène. Parce que, bon, par exemple, la première chose qui augmente les acouphènes, c'est le stress, la fatigue et la colère. Donc, si vous êtes dans un environnement qui est fatigant, qui est stressant et qui vous met en colère, mais tant que le patient ne change pas sa perception de l'environnement ou qu'il ne change pas d'environnement, mais forcément, ça va limiter l'efficacité de soins de l'ostéopathe, du sophrologue, du dentiste, ainsi de suite. Donc, il est important de faire comprendre qu'il y a le thérapeute dépendant, ce que nous, on va faire, et il y a aussi ce qui est patient dépendant, ce que le patient va faire pour lui dans sa prise en charge lui-même de l'acouphène, puisque on ne traite pas un acouphène, en fait, on traite un patient acouphénique. Ça, c'est vraiment important. Donc, dans le patient acouphénique, il y a le patient. Et donc, il faut lui faire prendre conscience que cette souffrance auquel il ne peut rien, il faut qu'il arrive à se la réapproprier. Et l'idéal étant qu'il perçoit l'acouphène non pas comme un corps étranger, mais comme un signal d'alarme dans son corps qui lui dit « Ah, mon acouphène augmente, ah, c'est que je commence à être fatigué, c'est qu'émotionnellement, je ne suis pas stable, c'est que ma structure commence à être déséquilibrée. Très bien, qu'est-ce que je peux faire pour remettre tout ça en cohérence ?» Donc, c'est vraiment fondamental d'amener le patient à une reprise totale de sa cohérence, de ses perceptions et de son autonomie. Voilà, ça c'est vraiment important. Si on reste sur un plan mécanique ou sur un plan émotionnel ou sur un plan de tout ce qu'on veut, les résultats sont quand même limités. Voilà, il faut vraiment aborder le patient acouphénique sur tous les plans. Sur tous les plans, ça c'est fondamental. C'est pour ça que les acouphènes, contrairement à ce qu'on pense, les acouphènes qu'on a depuis longtemps, 5 ans, 10 ans, 15 ans, sont quand même plus faciles à traiter pour le thérapeute que les acouphènes récents. Tout simplement parce que dans les acouphènes récents, la problématique émotionnelle, cohérence spirituelle du patient est trop importante. Voilà. Tandis que quand on l'a depuis 4-5 ans, ben on sait qu'il a récupéré son énergie, qu'il a peut-être fait le deuil de l'événement, et ainsi de suite. Donc, il s'est adapté et il ne reste plus, si j'allais dire,
que la problématique physique. D'accord? Là, et donc, l'action sera surtout thérapeute dépendant. Donc, c'est là où on aura les meilleurs résultats. Voilà. Lorsque l'acouphène est récent, le patient est dans l'angoisse, il ne dort pas, on accumule la fatigue, il voudrait un résultat de suite. Or, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. En plus, souvent, il est parfois sous traitement médicamenteux qui peut être à base de cortisone, qui peut être à base de plein de choses et qui influe aussi sur l'efficacité thérapeutique de l'ostéopathe, du dentiste, du stomato. Le sophrologue va être très limité parce que le patient ne comprend pas pourquoi il doit se poser alors qu'il n'arrive justement pas à se poser. Et il n'arrive pas à se poser, pas parce qu'il a l'acouphène, mais parce que justement, avant, il n'est pas arrivé à se poser, que ça a enclenché l'acouphène, et l'acouphène le stresse encore plus. Donc, c'est une problématique. C'est pour ça que c'est passionnant quelque part les acouphènes, parce que c'est vraiment une pathologie où on doit prendre le patient dans sa globalité, j'allais dire biopsychosociale, parce que c'est à la mode de dire ça, mais j'allais dire âme, corps, esprit, dans son ensemble. Ça, c'est fondamental. Chloé nous posait la question, qu'allez-vous investiguer en priorité pour les acouphènes? Ben, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. C'est comme d'un point de vue allopathique. La cause de l'acouphène, elle peut être crânienne, donc temporale, occiput, SSB, tout ce que vous voulez. Ça peut être les membranes, ça peut être le tympan, les canaux semi-articulaires, la cochlée, le nerf auditif, ça peut être le tronc cérébral, le thalamus, le cerveau, ça peut être l'hypothalamus, ça peut être les ventricules latéraux, ça peut être les cervicales, ça peut être le foie, le poumon. En médecine chinoise, ça vient du rein, ça peut être le rein. Vraiment, étant donné qu'on traite un patient et pas un symptôme, puisque dans le cas de l'acouphène, le symptôme est, EST, le symptôme du déséquilibre du patient. Donc, il faut vraiment remettre le patient dans sa cohérence pour arriver à faire baisser l'acouphène. Ça, c'est vraiment fondamental. Donc, effectivement, il y a une trame quand même, d'accord? Une trame, d'accord? Le trame, c'est vraiment les cervicales, le thalamus, le nerf auditif, le temporal, et on retrouve quand même souvent le foie, d'accord? Mais c'est vraiment du cas par cas. D'accord. Voilà. On a une autre question où on nous pose la question de savoir est-ce qu'il est possible d'agir sur des acouphènes causés par effet secondaire d'une chimiothérapie? Alors, je dirais oui, tout est possible. Mais il faut voir si l'acouphène est due, par exemple, si vous avez un cancer de la gorge, une chimio, malheureusement, les chimios parfois peuvent détruire les tissus, mais aussi les tissus ORL. D'accord? Donc, si la ORL est due parce qu'on a une destruction des tissus suite à la chimio, franchement, ça va être difficile de traiter l'acouphène. Par contre, si l'acouphène est due parce que le patient est fatigué à cause de la chimio, parce que le patient ne réagit pas bien émotionnellement suite à la chimio, oui, on peut améliorer. Voilà, en fait, ce qu'il faut, c'est que la structure ne soit pas touchée. Et malheureusement, la chimio n'attaque pas que les cellules cancéreuses, quoi. Ça attaque tout le corps. Donc, quand vous avez des cancers ORL, cancer de la gorge, même cancer du poumon, ben, souvent, ça attaque tout le système, quoi. Donc, c'est vraiment du cas par cas. Ok. Anne nous demande si il est vrai que l'on peut traiter plus efficacement les acouphènes de tonalité haute que ceux à tonalité Non, il basse. n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Aigu, grave, moyen, il n'y a pas de règle. Tous les acouphènes peuvent être abordés et dans tous les types d'acouphènes, on peut avoir des nettes améliorations et on peut avoir de gros effets. Voilà, c'est vraiment, il n'y a pas de règle pour ça. Il y a pas de règle. Quels sont les ostéopathes avec lesquels vous avez collaboré et qui vous ont fait avancer dans votre pratique? Par rapport aux acouphènes? En général, Alors, moi, donc, quand j'ai commencé les acouphènes, ben, très vite, j'ai vu que ma maîtrise du crânien était un peu limitée. Donc, je commençais à chercher. Ce que je voulais, c'était aller à la source. Donc, après, j'ai fait une formation pendant presque 7 ans avec Henri Louette, voilà, qui était un ostéopathe belge, qui a beaucoup appris aux États-Unis à la source, d'accord? Avec, bon, un peu avec Velous, mais surtout avec Becker et avec pas mal avec Fulford aussi. Voilà. Donc, moi, j'ai beaucoup appris avec Henri Louette, beaucoup la méthodologie de Fulford. Ça m'a beaucoup apporté dans ma pratique ostéopathique. Voilà. Après, j'ai beaucoup appris ce qui m'a beaucoup apporté. Il y a Christian de France, qui travaille aussi à l'IFCO, surtout pour le crânien.
qui est pour moi qui est un modèle en termes de maîtrise de crânien. Voilà, après, il y a beaucoup de rencontres. Il y a Maurice Bentroussan, François Laurent. Après, il y a 2 ans, je suis allé aux États-Unis. Donc, on a fait venir l'ostéopathe américain à Bordeaux. Il y a Walter Vutriol qui m'a beaucoup influencé. Et après, aux États-Unis, j'ai vu beaucoup d'anciens, Elliot Bachman, que j'avais rencontré, dont j'avais parlé dans l'interview, où j'ai vraiment changé ma pratique avec lui. Enfin, c'était vraiment ma rencontre avec Blackman, ça a été un changement clair et net. Voilà. Il y a Véronique Everard qui m'a beaucoup influencé aussi dans la pratique. Voilà, et puis plein d'autres ostéos, mais vraiment les thèmes centrales, c'est cela. Et puis c'est pas fini, hein. Des rencontres, on en fait tous les jours. On en fait tous les jours. Bien sûr. Quelles sont les techniques que vous utilisez du coup le plus régulièrement? Alors forcément, les techniques crâniennes, d'accord. Les techniques crâniennes et j'allais dire les techniques neurologiques. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, parce qu'il faut travailler sur le cervelet, le cerveau, le thalamus, hypothalamus, sur le nerf auditif, sur la cochlée, sur les canaux semi-circulaires. Il faut travailler sur tout ça. Donc, je vais appeler technique neurologique. Mais voilà. Bon, moi, je travaille plutôt, on va dire, technique Sutherland. Voilà, si je devais donner un nom, c'est un mélange entre le tissulaire, biodynamique et Sutherland. Mais bon, s'il faut manipuler la C1, je le fais sans état d'âme. D'accord. Bruno nous pose une question. Il demande si on peut avoir une action sur les acouphènes d'origine traumatique ou ceux liés au vieillissement. Alors, donc ça, ce que je disais tout à l'heure, si la structure est atteinte, d'accord, le tympan est lésé, les cils vibratiles sont lésés, ben, là, c'est difficile quand même. Hein. Il faut être honnête avec le patient. Alors, on fait quand même les 3 séances. Parfois, on arrive à améliorer, donc à rendre l'acouphène plus supportable. Mais c'est quand même difficile parce que la structure est atteinte, quoi. Donc, voilà, on arrive quand même à nos limites en tant qu'ostéopathe. Voilà, on peut améliorer la santé, on peut améliorer la mobilité, mais bon, la structure est atteinte, c'est atteinte. Et encore faut-il être sûr que l'acouphène est d'origine traumatique. Donc, vous allez avoir des patients qui vont vous dire, oui, j'ai un acouphène suite à un concert. Ok, très bien, mais quand vous leur demandez combien de temps après le concert l'acouphène est apparu, ils vont vous dire, c'est apparu 10 jours après. Ben non, ça, c'est pas un acouphène traumatique. Un acouphène traumatique sonore, par exemple, ça doit arriver dans les 24 heures maximum. Même chose pour la plongée sous-marine. Si ça n'arrive pas dans les 24 heures, ça arrive une semaine après, ce n'est pas un acouphène d'origine traumatique. Voilà. Après, avec l'âge, ben, malheureusement, on entend moins bien, on voit moins bien et le système ORL fonctionne moins bien. Et parfois, on additionne et la perte d'audition et l'acouphène et parfois les vertiges à cause quelque part de la dégénérescence du système ORL. Alors oui, on peut améliorer, mais il faut avoir conscience que la structure, c'est comme ça, c'est dégénéré, c'est dégénéré. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que vous conseillez aux patients pour lesquels il y a une altération tissulaire pour améliorer leur qualité de vie et gérer les acouphènes au quotidien? C'est une question de Orlan. Alors, souvent, c'est accompagné d'une perte d'audition. Donc d'abord, il faut qu'il fasse un audiogramme, voir si la perte d'audition est effective et aller chez un audioprothésiste qui est sensibilisé au problème de l'acouphène. Et voir ce que je disais tout à l'heure, s'il y a une fréquence qui est plus ou moins stable et voir si on peut travailler ce qu'on appelle les bruits blancs. Donc, voir si l'appareil auditif, par exemple, peut se régler sur la fréquence de l'acouphène et ça va plus ou moins cacher l'acouphène. Ça, c'est la première chose. Ensuite, je vous conseillerais d'aller voir un bon sophrologue, donc un sophrologue qui est sensibilisé à ça, pour l'aider à gérer son stress et un bon orthophoniste. Alors, certains sophrologues le font aussi, pour arriver à détourner son attention de l'acouphène vers autre chose. Voilà. Bon, ça exige plusieurs séances et ça se fait sur 2, 3, 4 mois. Mais on a quand même de très bons résultats. Parce que c'est rien que le fait de ne plus porter attention à sa douleur, quelle qu'elle soit, là entre autres l'acouphène, ça aide beaucoup mieux à vivre, évidemment. Et quelque part, ça aide aussi à lâcher prise par rapport à l'acouphène. Pour la première fois donc à l'IFCO, cette année, vous allez animer une formation qui s'intitule Approche ostéopathique des acouphènes. Pourriez-vous nous parler un petit peu de cette formation, de son contenu et de ses points clés? Alors, moi, je vais enseigner ce que je fais dans mon cabinet tous les jours. Voilà. Donc déjà, je ne sais pas si c'est la meilleure méthode ou la moins bonne méthode. Voilà. Donc, c'est la méthode que moi, j'utilise tous les jours dans mon cabinet.
aujourd'hui. Donc, je fais à peu près entre 10 et 15 patients acouphènes par semaine, donc depuis 15 ans. Et on va dire que j'ai un taux de réussite d'à peu près 50%. Donc, c'est-à-dire que dans 50% des cas, je considère comme réussi lorsqu'il y a à peu près 70% de mieux. Et il y a l'autre 50% des cas où on n'a aucun résultat. Voilà. La plupart du temps, quand on n'a aucun résultat, c'est que souvent l'orientation par l'ORL n'a pas forcément été bonne ou que le patient, ben, il n'est pas encore prêt. D'accord, l'acouphène est trop, trop récent, ainsi de suite. Donc, on va apprendre avec moi d'abord tous les schémas neurologiques, anatomo-physiologiques qui interviennent dans l'acouphène. Donc, les schémas crâniens, auditifs, neurologiques. Comment faire le diagnostic dans tous ces schémas et comment traiter la dysfonction lorsqu'il y en a une. Ça, c'est la première chose. Ensuite, comment on traite un patient, comment voir dans chaque dysfonction si elle est sur un plan physique, si elle est sur un plan énergétique, un plan émotionnel ou un plan spirituel. Dans chaque plan, comment intervenir et comment faire en sorte à ce que les structures puissent se libérer. Et enfin, comment pouvoir accompagner le patient dans la prise de conscience du lien qu'il y a eu entre les événements et l'impact sur son corps et comment l'aider à agir là-dessus, puisqu'on traite un patient. Voilà. C'est qu'il faut absolument avoir une prise en charge globale. Donc, on va voir tous les différents aspects, l'anatomophysio, les différents corps et l'impact par rapport à son environnement. Et comment on peut interagir sur chaque étape. Nicolas nous demande quel est le lien entre les acouphènes et le foie, que vous avez évoqué tout à l'heure. En fait, ça, c'est un lien de médecine chinoise. Donc, vous devez avoir l'image quand vous regardez un dessin animé. D'accord? Vous avez dans un dessin animé, vous avez le petit garçon, il n'est pas content, comme ça. Et en fait, ça monte, ça monte, ça monte, ça devient tout rouge, ça sort par les oreilles. Donc, c'est une image qu'on a tous vue dans les dessins animés. D'accord? En médecine chinoise, le foie, c'est l'organe où s'engramme la colère. D'accord? Et lorsque malheureusement, il arrive que l'émotionnel qui intervient dans les acouphènes, c'est quand même souvent la colère. C'est une colère qui n'a pas été exprimée, d'accord, ou mal exprimée, pour différentes raisons. Et le corps a somatisé cette colère non exprimée, entre autres, par des acouphènes. Voilà. Et si on veut avoir un résultat optimal, il faut, agir sur la structure, d'accord, puisque pour que la structure puisse se libérer, mais il faut aussi faire prendre conscience aux patients si cette colère n'a pas été entre-temps exprimée, comment est-ce qu'il pourrait l'exprimer pour plus que cette colère engramme son corps et que son corps l'exprime par l'acouphène. Voilà. Et parfois, ça passe par le foie. D'accord. Christian nous demande, est-ce que vous pourriez préciser la prise en charge d'un orthophoniste? Alors, les orthophonistes ont des techniques de rééducation de ce qu'ils appellent de détournement de l'attention. D'accord? En fait, le cerveau, toute l'attention, toute la conscience du patient est focalisée sur l'acouphène. Il ne porte son attention que là-dessus, pas comme ça. Et en fait, les orthophonistes rééduquent le cerveau à ne plus se focaliser comme ça, mais à se focaliser sur l'ensemble du corps et sur son environnement. Voilà. Ce qui permet que, même si le niveau de l'acouphène est toujours le même, l'attention qui est portée à ce niveau diminue. Et comme elle diminue, le patient, à ce qu'on rentre dans un système d'habituation et il a le sentiment que l'acouphène diminue. Voilà. Alors, ne me demandez pas le détail des techniques parce que je ne suis pas orthophoniste. Voilà. Mais par contre, tous les orthophonistes ne sont pas formés à ça. Voilà. Il faut vraiment des orthophonistes qui sont ce qu'on appelle formés aux techniques de déshabituation. Donc, souvent, ils ont fait des DU de neurosciences, ainsi de suite. Voilà. Donc, il faut trouver comme les ostéopathes, les orthophonistes sont plus ou moins leur dada. Il y en a qui sont plus sur les enfants, d'autres plus sur la psychiatrie. Il faut vraiment des orthophonistes qui soient orientés vers tout ce qui est problème de surdité et d'oralité. Voilà, voire sur les troubles, les stress post-traumatiques. Ok. Quels sont les conseils que vous pourriez donner à un ostéopathe qui souhaite progresser sur cette prise en charge? Éventuellement, les livres ou les formations que vous pourriez conseiller sur ça? Alors, déjà, il faut une connaissance anatomique nickel de tout le système crânien, tout le système neurologique, tout le système ORL. Donc ça, il faut une connaissance anatomique parce qu'il faut être capable de visualiser toutes les structures. Ensuite, il faut une très bonne maîtrise du crânien. Donc ça, c'est indispensable.
Il faut une très bonne maîtrise des techniques de Sutherland parce qu'on ne va pas s'amuser à faire des C1, C2 en structurel face à quelqu'un qui a des acouphènes. Ça, c'est évident. Voilà. Après, je dirais que dans les livres, bon, après, chacun a son approche technique. Je pense que toutes les approches techniques marchent. Voilà. Mais que toutes les approches techniques ne sont pas adaptées ni à tous les patients, ni à tous les thérapeutes. Et je pense qu'il faut trouver des livres et des approches dans lesquelles on se reconnaît, dans lesquelles on est en cohérence et dans lesquelles on puisse être plus performant dans ce chemin-là. Voilà. Je dirais, mais vraiment, à la base, ça reste l'anatomie. Voilà, l'anatomie à fond, par cœur, être capable de visualiser les choses. Il faut avoir une image du corps en 3D et tout le système nerveux et ORL en 3D. Ça, c'est fondamental. Ok. Est-ce que vous pourriez nous parler de votre plus beau souvenir ostéopathique? Alors, c'est mon voyage aux États-Unis et ma séance avec Eliot Bachman, qui était un ostéopathe vieux. D'ailleurs, j'ai appris il y a quelque temps qu'il avait arrêté. Il doit avoir dans les 80 ans. Et donc, chaque jour, j'en ai parti avec des amis aux États-Unis, des amis ostéopathes. On est allé à San Francisco. On a contacté plein d'ostéopathes et on dit on veut voir comment vous travaillez. Donc, chaque jour, on a vu un ostéopathe différent. Ils nous ont accueillis dans leur cabinet. Ils nous ont hyper bien reçus. Ils nous partageaient à fond. Et donc, tout le monde nous disait il faut aller voir Bachman, c'est extraordinaire, tout ça. Et donc, on arrive le soir à 17 h, à la fin de la journée. Et il dit bon, pas très simple, le seul Américain qui ne souriait pas trop, hyper bien ancré. Il dit qu'est-ce que vous voulez? Et moi, je lui dis écoutez, je veux savoir, je veux connaître l'ostéopathie originelle. On est venu ici pour aller à la source. Et le gars, il me dit très bien, allonge-toi. Et je m'allonge et il me traite. Eh je vais vous dire sincèrement, quand il avait les mains sur moi, je me suis dit, c'est ça l'ostéopathie. Quand je lisais les livres de style, quand j'imaginais style traité, quand il avait la main sur moi, je me suis dit, putain, c'est ça. Quand style, il explique les choses, c'est ça. Pour moi, ça a été une révélation. C'était pour moi la main ostéopathique, la main de style, c'était ça. C'était la façon dont il me traitait, la façon dont il posait la main sur moi. J'ai l'impression que c'était style qui me traitait. Et pour moi, c'était une expérience extraordinaire. Et d'ailleurs, suite à ça, j'ai complètement remis en cause ma pratique, mon évolution. Il prend Bachman à San Francisco. Le prix moyen d'une séance d'ostéopathie, c'est $200. Bachman, il prend $550 la séance. $550. Mais sincèrement, si demain, on me dit, il peut te traiter demain, il te traite à 14 h. Je traverse l'océan Atlantique à la nage, il n'y a plus d'avion, je paie et je reviens, mais sans état d'âme. C'était extraordinaire. Voilà, je n'ai pas d'autre mot. Et je souhaite à tout le monde de vivre cette sensation de se dire l'ostéopathie, c'est ça. Voilà, c'est extraordinaire. C'est mon plus beau souvenir. D'accord. Voilà. Bon, je crois qu'on a à peu près fait le tour du sujet, Michael. Je vous remercie beaucoup en tout cas pour cette interview. Concernant la formation que vous animez, donc ce sera fin octobre et début novembre, le dernier week-end, celui qui est à cheval sur octobre et novembre. Ça aura lieu à Montpellier. Et pour vous inscrire, rien de plus simple, vous pouvez aller sur notre site www.iffco.fr et vous inscrire directement en ligne. Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter aussi par mail. On essaiera d'y répondre. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. Un grand merci encore, Michael. Et puis, à très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.